Virginia Gamba, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre dans les studios de Nu Info. Nous allons parler de la situation qui prévaut en Haïti. Haïti est sous l'emprise des gangs. Elle contrôlerait près de 80% de la capitale, Port-au-Prince et ses environs. Elles sont souvent mieux armées que la police haïtienne. Elles entravent le fonctionnement du port, de l'aéroport. Leurs actions entraînent une crise qui impacte le pays entier. Elles sont d'une violence et d'une cruauté extrême et elles seraient en grande partie constituées de jeunes de moins de 18 ans. Alors, vous êtes la représentante spéciale pour les enfants et les conflits armés. Comment décrivez-vous ce que vivent les jeunes en Haïti aujourd'hui? Je pense à ce moment-là que je ne peux pas parler de comment les gens vivent, parce que moi, je pense qu'ils ne vivent pas. C'est pas une vie d'avoir ce type de violence et insécurité en forme constante et permanente. Si je pense qu'ils sont heureux s'ils peuvent rester dans la maison sans sortir, mais il n'y a pas de choses à manger. Ils ne peuvent pas sortir de la maison s'ils sont heureux d'être à la maison. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Et c'est impossible même de marcher un bloc carré pour aller voir la voisine ou les voisines sans une préoccupation de violence limite. C'est terrible. C'est un pays que nous avons vu dans mon mandat pendant des années déjà. L'année dernière, la situation était si mauvaise pour les enfants de 0 à 18 ans que le secrétaire général a décidé d'inclure Haïti dans mon mandat. De ce moment-là, nous sommes en train de faire un monitoring, une surveillance de la situation de les 6 violations graves contre les enfants dans Haïti, et c'est épouvantable. La violence sexuelle, c'est épouvantable contre les jeunes filles. Le recrutement et usage des enfants pour assister à les gangs, c'est une chose forcée. Mais plusieurs des fois, il n'y a pas aucune autre possibilité pour les jeunes personnes d'Haïti de faire quelque chose pour manger que d'accéder à être utilisé par ces gangs. Donc ça représente aussi une opportunité dans le contexte macabre. C'est terrible. Je pense que les gens n'en ont aucune idée. C'est une petite île, c'est une partie d'une petite île. D'un côté, il y a plusieurs fois comme une mur, on ne peut pas passer. Et les portes et l'aéroport sont pris par les gangs, on ne peut pas amener rien. Et si on veut fuir par mer, on est dévolu à l'île par les autres îles. Alors les gens sont vraiment dans une situation extrême. Il y a 3,5 millions des enfants de moins de 18 ans à cette île. Et de ces 3 millions, 60 000 enfants, 1,60 million sont en situation critique de famine. J'ai beaucoup de passion avec Haïti parce que pour moi, ils sont les gens là et les enfants d'Haïti sont les oubliés du monde. Personne ne veut les aider. Alors face à cette situation, que fait votre bureau activement sur le terrain? Vous avez parlé de monitoring. Comment et quelles sont vos priorités? À ce moment-là, la priorité, c'est d'appuyer et renforcer comme on peut les capacités des Nations Unies dans Haïti. Ils sont les premiers qui reportent les violations, les 6 graves violations à mon bureau. C'est difficile pour eux d'agir parce qu'il y a beaucoup de violence même contre les Nations Unies et les ONG qui veulent aider. Mais ils ont fait un très brave travail et j'ai beaucoup d'informations et on va les publier cette année en juin. Et après, on va les discuter à le Conseil de sécurité par les membres du Conseil de sécurité en face de la présidence de la Nord-Corée.
Vous deviez vous rendre dans le pays et votre mission a été annulée, notamment pour des raisons sécuritaires. Est-ce que cela impacte votre travail? Vous vous sentez impuissante face à cela? Je voudrais aimer aller à Haïti pour essayer d'engager avec les gangs personnellement, pour les convaincre de cesser et pour désister à cette violation contre les enfants. Mais comme vous disiez, plusieurs parties de ces gangs sont enfants eux-mêmes. J'aime parler avec les enfants, même s'ils sont enfants perpétraires. Et je pense que peut-être ils vont m'écouter. Mais à ce moment-là, les Nations Unies est occupé avec les choses humanitaires. Mon team dans Haïti a beaucoup d'informations, alors on n'a pas besoin de plusieurs informations. Les choses qu'on a besoin maintenant, c'est d'engager avec les bandes, les gangs et les groupes armés. On a essayé de peut-être monter une première visite technique au moment qu'il y a un aéroport ouvert ou la porte est ouverte. Et peut-être il peut faire une petite surveillance pour voir si les groupes armés veulent me recevoir. J'espère tout à fait que quand la force multinationale de police qui va à l'air, peut-être il peut restaurer un peu l'ordre et à ce moment-là, peut-être je peux parler avec les gangs dans une situation moins volatile. Vous évoquez cette force multinationale. Il y a cet aspect des enfants qui sont au sein des gangs aussi. Est-ce que vous avez été impliqué justement quant un rôle de soutien ou de conseil pour l'établissement de cette mission multinationale qui en fait a été approuvée par le Conseil en octobre dernier? Oui et non. Et notre préoccupation toujours, c'est la même. On travaille avec des partenariats, avec DPO, DPA. Et quand il y a une mission qui va assister dans un pays comme Haïti, nous commençons à engager pour le dire. C'est absolument nécessaire que les soldats ou dans ce cas les polices qui vont aller à Haïti aient une course spéciale pour la prévention de les 6 graves violations contre les enfants. Particulièrement parce que la chance qu'ils vont se bâtir avec des enfants, c'est très grande. Alors on a des modules qu'on a fait pour mieux préparer cette force à ce qu'ils vont rencontrer. Comment est-ce qu'on peut être préparé quand on se bat contre un enfant? Je pense à ce moment-là, c'est impossible en situation où il y a des tireurs, et on a des tireurs de les deux côtés. Il y a des violences très, très grandes. C'est presque impossible d'éviter tuer ou blesser enfants qui se battent contre une personne. Mais l'importance ici, c'est que dans l'engagement de la police, ce n'est pas toujours une chose de se battre. C'est toujours une chose de faire des règles entre les gangs pour permettre assistance humanitaire et pour mieux défendre la communauté. Dans ces cas, c'est possible de donner le langage à la police qui va intervenir pour convaincre de particulièrement protéger mieux les jeunes filles des violences sexuelles. Aussi, il y a une opportunité quand on parle avec les gangs de dire enfants, si vos groupes incluent
personnes moins de 18 ans, il ne doit pas être dans un rôle de combat. Et c'est important qu'il a une éducation. Peut-être vous pouvez laisser cette personne avoir une éducation pour cette advocacy. Et la meilleure personne pour faire cette advocacy sont les troupes et la police qui est là pour ce rôle. C'est possible. Alors une fois les opérations sécuritaires avancées ou achevées, les jeunes qui sont au sein de ces gangs vont avoir besoin d'une part de protection puisque la population elle-même a subi des violences à leurs mains. Et ils ont besoin d'un soutien pour se réformer et pouvoir ensuite se réintégrer dans la société haïtienne. Est-ce que votre bureau travaille sur ces aspects? Oui, nous avons un programme pour analyser la réintégration des enfants combattants, comme ils peuvent se remettre dans la société sans stigma et sans les hatred, la haine, oui. La haine que la population peut avoir avec eux. Et nous avons beaucoup d'informations de quelles sont les meilleures pratiques. Mais je vais vous dire très franchement. En anglais, il y a un mot qui dit « it takes a village ». Et dans Haïti, c'est une chose pour toute la communauté. Ce n'est pas une chose de cet enfant ou l'autre enfant, ou cette femme et l'autre femme. Toute la communauté doit vouloir accéder à un meilleur futur. Et toute cette communauté doit amener avec eux dans ce futur tous ces jeunes personnes qui ont été tuées, blessées, ou même qui ont tué, blessé eux-mêmes. Il faudra beaucoup de ressources. Il faudra d'argent et de travailler pour la paix dans Haïti. Il faudra avoir une grande campagne pour sensibiliser la population et aussi l'État. Ma préoccupation, c'est que le monde s'est oublié d'Haïti. Il y a plusieurs crises mondiales et beaucoup d'argent est en jeu dans tout le monde. Il n'y a pas beaucoup d'argent pour la réintégration des enfants de la guerre, ou même pour qu'une communauté puisse avoir une chance de sortir de la violence. C'est possible? Oui, c'est possible. Mais c'est urgent que les États membres et même la société civile organisée puissent avoir des fonds pour faire ça. Je crois que vous avez largement répondu à ma dernière question. C'est comment voyez-vous une issue à cette situation? Quand j'ai commencé à étudier Haïti, c'était dans l'an 1991, 90. Il y a plusieurs des opérations de paix en Haïti. Quelques opérations sont faites par la région, quelques opérations sont faites par les États-Unis, quelques opérations sont faites par les Nations Unies. Mais jamais de toutes ces opérations, on a réussi à vraiment assister à la gente, à la population d'Haïti, à sortir eux-mêmes de leur tragédie. En plus, il y a eu plusieurs désastres naturels, comme des tremblements de terre. Il y a problèmes de santé comme le choléra qui ont suivi en Haïti. Je pense que c'est le moment de penser à longue date en Haïti. Je pense que le problème de toutes ces opérations dans le passé, c'est que tout le monde était en train d'envisager les exit points.
le point de fin de l'opération et pas les exit points pour assister à la population à remonter la montagne et commencer à descendre. Je pense qu'on doit changer l'objectif de la communauté internationale vis-à-vis Haïti. L'objectif doit être de permettre les gens d'Haïti de prendre leur futur avec une chance d'avoir paix, sécurité et prospérité. Si ça se passe au centre de l'action internationale, tout à fait, peut-être il y aura plus d'opérations de paix en Haïti. Et rien servira à les gens d'Haïti. Cette année, c'est le pacte futur dans les Nations Unies en septembre. C'est important que le futur inclue Haïti. Merci beaucoup. Merci. Merci.